Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Aujourd'hui, je reçois Julie. Julie, peux-tu te présenter ? Oui, merci déjà pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Julie Smadja. Je suis actuellement formatrice depuis 2021 dans différentes écoles de formation. J'enseigne le commerce et le management pour des étudiants en BTS, donc Bac+2. Parallèlement à cela, j'essaye de développer des contenus utiles pour les étudiants et d'autres contenus ludopédagogiques, comme par exemple des cahiers d'activités et autres. Et mon objectif, c'est vraiment de contribuer à aider les étudiants déjà dans leur parcours de formation, mais également d'aller chercher aussi les formateurs et de les fédérer autour de ce beau projet qu'est l'apprentissage. Très bien. Et alors, de quoi précisément tu veux nous parler aujourd'hui, Julie ? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du fait que les formateurs ont un savoir, ils ont des compétences, mais ils ont un savoir, ils savent comment le transmettre. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ne travaillent pas comme ils pourraient le faire du mieux possible, c'est-à-dire qu'ils pourraient davantage étendre leur champ d'action et faire en sorte que ce savoir rapporte davantage. Donc moi, je voudrais me parler et expliquer un peu, grâce à mon expérience, comment on peut faire évoluer la situation des formateurs là-dessus. Concrètement, tu voudrais dire un formateur, il est dans son champ d'action en face à face et il a d'autres possibilités, d'autres solutions pour assurer la pérennité financière de son activité, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est vrai qu'on s'arrête sur nos missions, les missions qu'on a d'intervention pour les formateurs. Donc ça peut être auprès des jeunes ou auprès des adultes. Mais quand ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas d'argent. Et ce savoir, du coup, reste inexploité. Et du coup, je pense qu'il existe vraiment des pistes pour aller chercher plus de visibilité, plus de chiffre d'affaires, hein, concrètement, avec d'autres canaux de diffusion là-dessus. D'accord. Et comment moi je pourrais savoir justement si mon savoir peut vraiment se vendre ? Je pense que déjà, je veux dire, quand on a fait des interventions, on connaît, on sait ce qu'on enseigne. On a tous des compétences qu'on a acquises lors de nos expériences professionnelles ou lors de formations. On a tous des compétences. Personne ne veut dire je ne sais pas quoi que ce soit. Et du coup, l'idée, c'est d'aller chercher justement à comprendre quelles sont les compétences déjà qu'on maîtrise le mieux, quelles sont les compétences qu'on aime le plus transmettre, et à partir de là, essayer de construire justement un discours qu'on maîtrise. L'idée, c'est pas donc d'aller chercher quelque chose de différent de d'habitude, mais d'aller juste étendre vraiment l'échange et la parole à plus large, en fait. D'accord. Et quand tu me dis étendre, tu pourrais me donner des exemples un petit peu de qu'est-ce qu'on fait pour étendre ? Oui, alors moi, par exemple, je prends mon exemple d'expérience. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai créé une chaîne YouTube pour les étudiants en BTS, les matières que j'enseigne. À la base, j'avais commencé à auto-publier un livre sur Amazon qui se vendait plutôt pas mal, sachant que je faisais pas tellement de publicité, c'était surtout le bouche à oreille. Et avec la chaîne YouTube, j'ai commencé justement à générer plus de visibilité, à attirer plus d'étudiants, à partager mon savoir et à en fait retranscrire les cours que je faisais à mes étudiants. Et j'ai ressenti qu'il y avait un réel besoin. Et je pense vraiment que dans plein de domaines, les ressources disponibles restent inexploitées et qu'il y a un véritable besoin là-dessus et que les formateurs ont beaucoup, beaucoup à apprendre à ceux qui le souhaitent. Donc là, j'ai déjà entendu une première chose. Je résume si j'ai compris. Tu donnes des cours à des étudiants en BTS. Tu as mesuré qu'il y avait un besoin et toi, tu t'es dit, tiens, mais moi, c'est ça le contenu de ces cours, je vais le mettre en ligne sur YouTube ? Oui, en fait, ça part même d'un constat qui remonte à un petit peu plus loin. Comme moi, quand j'ai commencé à être formatrice en 2021, j'ai démarré très rapidement. On m'a dit, vous commencez dans 2 semaines, donc j'avais pas vraiment de support, j'avais du mal à comprendre les épreuves.
j'avais pas vraiment d'aide là-dessus. Donc en fait, j'ai créé la chaîne YouTube que j'aurais bien aimé avoir à ce moment-là aussi. Donc cette chaîne s'adresse autant aux formateurs en devenir aux étudiants. Et ça permet vraiment de comprendre les épreuves, de revoir des notions essentielles, de savoir comment construire les dossiers professionnels qu'ils doivent réaliser. Donc j'apporte vraiment des informations supplémentaires qui n'ont pas forcément eux de leur côté et ça les rend plus accessibles. Du coup, tu dis, tu as parlé aussi d'un livre. Moi, ça me paraît compliqué, tout ce que tu me dis, une chaîne YouTube. Moi, j'ai un physique ingrat, c'est pour ça que je fais du podcast. Bah, je rigole. Et du coup, mais c'est pas facile pour moi la vidéo, tu sais, je voudrais pas qu'on me voit. Je sens qu'il y a déjà un frein, moi, pour moi, là. Comment on y remédie à ça? Alors justement, moi sur ma chaîne YouTube, je ne monte pas mon visage. J'ai juste montré mon visage sur une vidéo que j'ai mis dans mes reels où j'explique juste comment parler à l'oral. Donc j'étais un peu obligée de me montrer. Mais dans mes vidéos, vraiment, en fait, je montre mon écran. Il y a ma voix, du coup, par-dessus. Je montre des slides, des diapos ou des exemples du travail qu'on peut réaliser. Et donc, je commente, j'explique comment faire. Donc, j'ai pas du tout besoin d'utiliser mon visage. Je l'utilise plus pour les vignettes ou pour la bannière de la chaîne YouTube. Mais il est vraiment pas forcément nécessaire de se voir à l'écran. L'idée, c'est vraiment plus à l'écoute, à l'expression et à bien communiquer le message qu'on souhaite faire passer, en fait. D'accord. Tu as parlé aussi d'écrire un livre. C'est Oui. déjà l'écrire, c'est bien. Après, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est quoi concrètement écrire un livre? Alors moi, c'est vrai que l'écriture, pour moi, c'est vraiment, ça me tient vraiment à cœur. J'aime écrire depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à écrire des poèmes quand j'avais 8 ans, donc ça, c'est des choses qui me suivent depuis très longtemps. Quand j'ai commencé justement à m'intéresser à Amazon, j'ai vu que sur le site, on pouvait autopublier ses livres sans aucun frais, donc ça ne coûte strictement rien. Il suffit entre guillemets, mais ça prend du temps de créer du coup le livre. Pareil, je me suis basée sur ce que je disais à mes étudiants et ce que j'aurais aimé avoir aussi, c'est à savoir un guide complet pour construire les dossiers professionnels des étudiants. Donc vraiment quelque chose de structuré. Et ça m'a permis de, bah, ça m'a permis de voir que sur Amazon, c'est très simple d'autopublier ses livres. Il y a un système qui permet de charger son livre, de réaliser sa couverture et automatiquement de l'autopublier sur Amazon. Donc en fait, au niveau des revenus, ça rapporte quand même un petit chiffre d'affaires, même si la visibilité, elle peut être moindre parce que il faut forcément communiquer dessus. Et ben, j'ai remarqué que le livre se vendait quand même tranquillement. Chaque mois, je vendais quelques exemplaires. Et c'est aussi de là d'où vient l'identification du besoin, en fait. Et concrètement, tes clients acheteurs, c'est les étudiants, là, sur ces domaines-là? Alors, c'est étudiants et formateurs. Vraiment, je remarque qu'il y a pas mal de formateurs avec lesquels, du coup, j'échange par la suite aussi parce que ma chaîne est reliée à mon site internet sur lequel je peux entrer en contact avec des formateurs et des étudiants. Et je vois qu'il y a aussi des formateurs qui me disent que ça les aide vraiment beaucoup. Donc, les deux sont vraiment, là pour le coup, les deux peuvent être vraiment intéressés là-dessus. Très bien, très bien. Bah écoute, déjà, on a vu, on a un savoir et on a le faire savoir. Au-delà Exactement. du savoir-faire, on a le faire savoir. Et là, tu utilises donc dans un premier temps la chaîne YouTube et puis derrière une publication de livre et puis après une connexion entre les deux. Quoi d'autre? Dis-moi. Alors, c'est vrai que la chaîne YouTube, à la base, je monétisais pas mon activité. C'était vraiment, je donnais du temps et ça me faisait plaisir parce que je voyais que les étudiants, il y avait des bons retours. C'est vrai que j'ai lancé la chaîne en février l'année dernière, juste avant le vrai BTS, donc ça a aidé les étudiants à bien préparer. Et en décembre dernier, je me suis interrogée sur justement leur donner un petit peu plus de valeur. Donc du coup, j'ai décidé de créer des packs de révision qui sont accessibles en téléchargement immédiat après paiement sur le site internet qui est relié à ma chaîne YouTube. Ouais. Et donc voilà, je me suis un peu lancée en me disant on va voir ce que ça va donner. Et ça a commencé à se vendre très rapidement. C'est vrai que j'ai les vidéos suivantes, j'ai commencé justement à faire un peu la promotion, à dire que ces packs de révision étaient disponibles. Et à ce jour, j'en ai vendu 110. Juste là, la publicité passe principalement par la chaîne YouTube. J'ai commencé à développer d'autres canaux récemment, mais ça passe principalement par la chaîne YouTube avec laquelle j'utilise la bannière et les vidéos pour promouvoir justement ces packs payants via le site internet. Et là, concrètement, ce pack payant, il répond à quel problème?
Alors, c'est un pack, enfin, il y a plusieurs packs. Il y a un pack qui repose sur l'analyse d'une étude de cas pour une des matières, parce qu'il y a une des matières que j'enseigne qui est vraiment particulière, puisque les étudiants doivent préparer une étude de cas, et le jour du BTS, ils tombent sur un extrait de cette étude de cas. Donc, du coup, il faut qu'ils analysent cette étude de cas, il faut qu'ils aient évidemment un formateur qui puisse travailler avec eux et qu'ils écoutent, bien sûr. Mais du coup, j'ai commencé par ça, c'est-à-dire à faire l'analyse de l'étude de cas et à proposer un pack qui comprend l'analyse de cette étude avec des exemples de questions-réponses, d'autres questions du jury que le jury peut poser, et également des conseils justement pour bien préparer l'épreuve. Et c'est ce pack-là qui se vend d'ailleurs le mieux parce que justement, les étudiants ont besoin de réviser cette étude de cas, et je pense que même au niveau des vidéos, c'est les vidéos qui font le plus de vues. L'idée, c'est d'identifier vraiment, comme on dit, la douleur, c'est-à-dire le point sur lequel les spectateurs, les personnes qui vont regarder la vidéo, ils vont avoir le plus d'intérêt à derrière aller chercher le contenu payant en fait. Bah oui, parce que clairement, pour eux, c'est la réussite à l'examen qui est... Exactement. Ah ouais. Tu vois, c'est marrant quand même quand tu me dis ça, parce que ce que j'entends, c'est que quand tu es normalement accompagné dans un dispositif de BTS, tu ne disposes pas dans le dispositif de BTS des informations nécessaires pour bien préparer ton examen. Ça m'interpelle, moi, ça. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'étais assez surprise. Après, c'est vrai qu'il y a de tout dans la formation. Alors, les formateurs peuvent bouger aussi, changer d'école. Et du coup, ça peut être plus compliqué pour les étudiants. Après, il y a des étudiants qui aussi sont seuls, c'est-à-dire passent en candidat libre. Mais moi, je pense que ça peut vraiment arriver en complément de ce que les formateurs leur proposent. Donc, Mm. c'est que du plus. Il y a des étudiants qui sont plus à l'aise à écouter en cours ce qu'on leur dit. Il y a des étudiants qui aiment bien relire et avoir des conseils supplémentaires. Donc c'est vrai en tout cas, il y aura toujours à dire. Et alors, enfin, des thèmes de vidéo, il peut en exister plein, et on peut même aller chercher des sujets, j'allais dire, au-delà des simples épreuves, qui vont un petit peu plus les qualifier sur certaines notions et mieux les préparer à leur métier aussi. Moi, en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de dichotomie entre ce ce que tu enseignes et ce que tu partages et monétises. Et ça, je trouve que c'est un vrai bon message. On n'a pas besoin d'inventer la poudre. On a juste à faire ce qu'on sait faire, mais d'une façon différente. Ouais, c'est exactement ça. Parce que moi, enfin, quand j'ai mes vidéos, justement, il y a quelqu'un récemment m'a demandé si j'utilisais un prompteur. Et en fait, je disais, mais pas du tout. En fait, le contenu, je l'ai. Je veux dire, je le dis au quotidien, je le connais, je le dis à mes étudiants. Donc, je ne vais pas chercher une connaissance que je ne connais pas, puisque c'est moi qui parle. Et donc, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Le savoir, il est là, il existe. On sait comment le transmettre. Donc, c'est dommage de s'arrêter, entre guillemets, uniquement à des interventions en présentiel ou qui arrivent comme ça, goutte à goutte. On est totalement là dans la scalabilité de sa connaissance et de sa compétence. Exact, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Tu as d'autres subterfuges pour faire ça? Dis-moi. Alors plus récemment, je me suis lancée un peu sur TikTok. Alors pareil, c'est vrai que j'aime pas trop montrer mon visage à l'écran, mais je pense que TikTok a un réel pouvoir d'attirer les jeunes. Donc j'ai commencé un peu à faire la publicité. C'est pas régulier, mais à mon avis, il y a aussi du potentiel là-dessus pour aller chercher aussi une cible jeune ou même moins jeune, hein, sur certains sujets. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, même au niveau des packs, par exemple. Enfin, j'ai réfléchi à, par exemple, proposer des quiz réalisés sur Internet avec une application. Donc ça peut aussi permettre d'aider les formateurs à mieux préparer les cours. En fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment des supports clés en main qu'on peut vendre aussi sur son site pour aider autant les formateurs que les étudiants dans son domaine de compétences, en fait. Si on revenait un petit peu sur la dimension formateur, Julie, selon toi, combien de formateurs ont du savoir mais ne gagnent pas leur vie avec, et pourquoi? Oh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, je le vois quand j'échange, parce qu'en ce moment, j'échange avec beaucoup, beaucoup de formateurs. Et je sens vraiment qu'il y a ce besoin un peu de se renouveler, de changer un petit peu son mode d'enseignement. Il y a parfois aussi un peu un épuisement moral, parce que c'est vrai que faire des cours et répéter toute la journée, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, les profils d'apprenants ont changé. Donc, il y a aussi j'allais dire un peu une petite révolution au niveau de la formation. On essaye de proposer des méthodes d'enseignement différentes, et c'est là pour moi qu'intervient éventuellement ce mode d'apprentissage. Et je pense que ça répond vraiment à la demande d'aujourd'hui. On peut plus en fait attendre simplement d'avoir des heures
Chaque année, c'est incertain, on ne sait pas combien d'heures on va avoir. Les plannings nous sont donnés quand même dans les écoles, en tout cas en dernière minute. Donc je pense que, et je le ressens vraiment, beaucoup de formateurs ont envie de se lancer sur autre chose. Mais après, voilà, ils n'osent pas forcément. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ouais, puis on voit bien aujourd'hui que tout ce qui est financement dans la formation vient de prendre une grande claque dans sa tête, là. Ouais, Et donc, du coup, on va encore nous demander de faire beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement, mais on n'aura plus de temps, on n'aura plus d'argent. Donc, du coup, ouais, c'est vrai, totalement. En moi, plus, je les pense, exigences et tout ça. ouais, moi, je pense ouvrir un centre à Lourdes, hein, parce que pour les miracles, c'est quand même un bon coin. Ouais, très bonne idée. Je voudrais continuer notre échange où je serais un petit peu, tu sais, la personne que tu rencontres, ce formateur que tu rencontres, et je voudrais continuer avec toi et me positionner comme ça pour que chacun de nos auditeurs puisse bien se mettre dans cet état d'esprit et puis qu'on essaie de cheminer vers la solution que tu proposes. Est-ce que tu es OK avec ça? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, bon, je t'ai bien demandé, dans un premier cas, oui, effectivement, je fais partie de ce grand nombre de formateurs, ou qui gagnent pas leur vie ou qui a besoin de plus de stabilité. Et maintenant, la question que je me poserais, je te dirais, bon, OK, Julie, mais on entend souvent qu'il faut être expert pour vendre. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense que l'expertise, tu l'as déjà en fait. L'idée, c'est de se dire justement, de lister un peu le champ des compétences que tu as, le savoir que tu as, et de voir quel type de savoir tu aimerais le plus transmettre. Mais les formateurs ont cette compétence. Si déjà ils exercent ce métier et qu'ils aiment le faire, pour moi, ils l'ont déjà. Donc c'est plus l'idée de savoir qu'est-ce qu'on transmet au quotidien, qu'est-ce qu'on aimerait transmettre de plus, quels sont les savoirs qu'on maîtrise déjà. D'accord. Et j'ai bien compris que de toute façon, je reste dans mon domaine et que les gens auxquels je m'adresse sont déjà ceux auxquels je m'adresse. C'est à peu près le chemin le plus simple, hein, c'est ça que tu me disais. Oui, exactement. Oui, oui, la cible existe. Donc si par exemple une personne est spécialiste en IA, il peut justement commencer à former l'IA avec des termes simples et expliquer un petit peu le processus. Si la spécialité c'est, je sais pas, l'écoute active par exemple, dans ce cas-là, on va plus acter là-dessus et donner des conseils. Franchement, il y a un énorme champ d'action qui est possible sur différents supports et elle n'aura jamais, à mon avis, trop d'informations sur Sur des des sujets très compétences. précis, Ouais, ouais. exactement, sur les sujets utiles, vraiment. Ouais, ça. Et du coup, maintenant, je viens de voir et je te dis, voilà, moi je sais faire plein de choses, mais du coup, je vends rien. Tu me fais faire quoi en premier? Moi, je pense qu'en premier, il faut définir un peu où est ta cible, sur quel support est ta cible pour pouvoir justement aller viser au bon endroit. Quand Ouais, tu dis support, tu dis canal, où exactement. je la trouve, quoi. Tu disais TikTok pour des gens plus jeunes. C'est quoi les autres exemples? Où est-ce que... YouTube, pour moi, c'est vraiment le gros potentiel, vraiment YouTube. Ouais. Ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn aussi. LinkedIn est un très très bon canal d'acquisition et un très bon endroit pour un peu parler de son savoir. Donc, je pense que ça peut aussi aller par là. Moi, je sais aussi que justement sur la chaîne YouTube, pour drainer un peu de trafic, je me suis mise dans des groupes de formateurs sur LinkedIn. Donc, c'est des groupes de formateurs dans mes domaines de spécialité ou non d'ailleurs. Et du coup, j'ai communiqué sur la chaîne et donc après, ça peut aussi intéresser les formateurs et qui en parlent aussi à leurs étudiants. Mais ouais, C'est bien ce que tu dis parce qu'on parle beaucoup de groupes sur Facebook, mais on parle peu des groupes de LinkedIn d'ailleurs. oui, c'est vrai. Ces groupes de LinkedIn. On les connaît pas forcément et pourtant, il y en a tellement et dans plein de spécialités Et alors, différentes. comment on les trouve? Dans la rubrique groupe? Mais il n'y en a pas de rubrique groupe. Ouais, en fait, quand tu fais la recherche là-haut, il me semble que tu as un onglet groupe et tu peux trouver. Moi, enfin, là, récemment, j'ai voulu justement toucher un peu les formateurs et donc je suis allée dans la recherche et j'ai trouvé des groupes de formateurs avec des milliers de personnes et franchement, les posts que j'ai mis dessus ont bien fonctionné. Donc, je pense qu'il y a toujours des groupes comme ça dans nos spécialités. Faut pas hésiter à en parler autour de soi aussi, aux autres formateurs avec lesquels on travaille. Je pense que ça aussi, il y a quand même un problème de communication et un manque d'échange. Et je sens les formateurs sont quand même très en demande aussi là-dessus, de justement qu'on leur accorde de l'attention et qu'on mette en valeur vraiment leur expertise. C'est C'est un indispensable. métier qui, dans notre pratique, est un métier où on est isolé quand même, hein.
Très, très, très. Ouais, très. On travaille très souvent seul, on prépare seul. Mm. C'est vrai que d'avoir cette capacité à nous retrouver, à nous regrouper, à échanger, c'est fondamental, hein. Il faut Ouais, vraiment aller chercher le contact, aller échanger, hein, c'est super agréable. exactement. Le Moi, podcast est fait pour ça. mais j'imagine, bah ouais, là, le meilleur C'était exemple, le meilleur des exemples. c'était vraiment ça au Dessus. début, l'idée de dire, mais c'est incroyable tous ces gens qui font des choses incroyables, faut que j'aille les rencontrer. Donc, tu vois, c'était là. Donc T'as ma dit laisse question, faire. c'était je sais faire plein de choses, mais je vends rien. Tu me disais quoi faire en premier, donc on était parti déjà sur bien son activité, s'adresser à sa bonne cible. Tu vois d'autres choses pour me mettre en action? Franchement, ça peut être, je veux dire, c'est assez rapide. Pour moi, ça ne demande pas des mois de préparation comme ça peut demander pour d'autres choses. Une fois qu'on a identifié la cible, on peut déjà se lancer dans qu'est-ce que je veux dire, par quoi je commence. Moi, c'est vraiment, j'ai commencé par ça. Mes premières vidéos, j'expliquais vraiment les épreuves, vraiment la base. Après, voilà, l'IA aussi est très bien faite pour nous aider à trouver des sujets pertinents. Regarder les conversations aussi sur LinkedIn, ça peut aussi aider à cerner un peu justement son public, si c'est un public de formateurs, interroger ses étudiants et savoir quel type de contenu ils peuvent aussi ils veulent. Moi, je leur demande régulièrement, je leur dis franchement, si vous avez des idées de contenu, dites-le moi. Et pareil sur la chaîne YouTube, je mets toujours laissez-moi un message en commentaire et dites-moi si vous voulez que je traite un sujet particulier. Oui, en vérité, tu réponds à une vraie demande. Et ouais, exactement. Il faut répondre à la demande là-dessus. Et les formateurs aussi, quand j'ai la chance de discuter avec des formateurs de mes spécialités, je leur demande justement déjà s'ils apprécient le contenu, ce qu'ils en pensent, s'ils ont des idées de sujets, comment ça se passe aux vraies épreuves. Donc j'essaie vraiment d'aller glaner quand même des informations supplémentaires à ce que je connais pour enrichir le contenu. Et du coup, quand t'es comme ça au contact, est-ce que tu vois une erreur fréquente chez les formateurs qui veulent monétiser leur savoir? Je pense qu'une des erreurs, c'est de penser que ça va prendre du temps. C'est vraiment, enfin voilà, on peut se dire, oh, je me lance dans quelque chose, là, je vais devoir publier toutes les semaines, je vais devoir répondre aux commentaires, ça va me prendre du temps, ça va me demander des outils, des compétences particulières. Et finalement, moi, je suis vraiment partie de base. Voilà, j'avais jamais posté sur YouTube. J'utilisais les réseaux juste pour le côté personnel, donc c'était vraiment pas ce que je connais de base. Et je me suis rendu compte, franchement, avec un petit logiciel et encore une fois, en déroulant ma vidéo par rapport à ce que je sais, que finalement, ça passe très facilement. En fait, j'ai pas de planning, j'ai pas donc les sujets me viennent un peu comme ça. J'ai pas de récurrence et j'ai pas de pression du coup là-dessus. C'est plus quelque chose que je fais quand j'ai le temps. Si je poste pas pendant 2 semaines, c'est pas grave. De toute façon, le contenu tourne déjà lui-même. Mais bon, je pense qu'on se met beaucoup la pression quand on se lance dans des projets comme ça. En vérité, c'est comme si ce que tu proposes était simplement le prolongement de ce que tu fais. Exactement, c'est ça, Alors, c'est un autre moyen. Ouais, c'est ça, ça. je trouve ça très intéressant parce que moi, j'accompagne des entrepreneurs au quotidien et Mhm. mon principal souci, c'est de ne pas transformer une couturière en community manager. Et C'est donc ça. là, c'est bien ce que tu dis, pas de pression. Je fais comme je le sens, mais en tout cas, ça part toujours d'un besoin de mes étudiants. Et tout d'un coup, ce besoin d'étudiants, bah, c'est aussi le besoin des formateurs. Donc du coup, ça se nourrit tout seul, en vérité. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire vraiment quand je dors, les personnes passent des commandes de mes packs de révision et je le vois le matin. Mais encore une fois, là, j'ai pas posté de vidéo depuis 2 semaines, mais je me mets pas la pression. Je tournerai quand je tournerai. Et là, c'est vrai qu'à l'approche des examens, j'ai quelques idées en tête. Mais c'est ça, on fait son travail à côté. On a tous nos obligations professionnelles et personnelles. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'avoir un petit peu plus de revenus en plus et diffuser un peu plus son savoir, ça peut apporter que du positif en Un fait. point important, tu me disais tout à l'heure, quand je demande à je demande à mes étudiants de me donner, ils donnent, ils comprennent, ils participent. Ce sont des gens qui voient ta chaîne en plus de ton cours. Oui, et ils sont tous abonnés, ouais, ils sont tous abonnés. En fait, au début de l'année, je leur ai dit, parce que la chaîne a été créée l'année dernière, mais en début d'année, je leur ai dit, du coup, j'avais cette chaîne. Pour moi, la chaîne, je leur dis toujours que ça ne me remplace pas, c'est-à-dire, on a les cours en présentiel, je suis disponible pour répondre à leurs questions, mais ça c'est moi qui m'y engage, on va dire, quand je Ouais. suis disponible. Et la chaîne YouTube est justement là en renfort, donc quand ils ont un doute, ils peuvent aller dessus, ils peuvent regarder les vidéos, qui est donc le prolongement de mon cours. Donc oui, je pense que ça peut vraiment aider. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait.
Et vraiment récemment, j'étais assez surprise parce qu'il y a un formateur dans une de mes écoles qui m'a parlé justement de ma chaîne YouTube, sachant donc que je fais pas du tout de publicité particulière. Et il Ouais. m'a dit: «Ah mais oui, j'ai entendu parler de ta chaîne YouTube». Une autre formatrice m'a dit: «J'ai acheté un de tes packs de révision». Donc en fait, c'est après, ouais, avec le bouche à oreille, je pense que ça va vite. Même si je pourrais, concrètement en faire plus, c'est-à-dire je pourrais aller chercher, du Google Ads, des publicités, aller un peu plus loin. Mais pour l'instant, je suis pas encore passée à la vitesse supérieure parce que, Mmh. Après, t'es pas passé à l'industrialisation. c'est ça exactement. Oui, voilà et puis On je reste suis dans prêt à gagner l'artisanat, facilement. c'est très bien. Ouais, c'est ça, l'humain pour moi est un peu, mon leitmotiv dans la vie aussi donc voilà, pas de pression et on fait ce qu'on peut, hein, on fait toujours ce qu'on peut de toute façon. Bah oui, et dis-moi, t'aurais une idée de ça serait quoi le déclic qu'il me faudrait avoir pour que ça change vraiment, mais maintenant pour moi? Là, je suis en train de suivre l'épisode, ce serait quoi le déclic? Le déclic, je pense que ça vient, en premier lieu d'une envie de se diversifier. C'est-à-dire, de se dire, «Les cours, c'est bien, mais je voudrais aller au-delà». Je sais pas si c'est clair, mais je voudrais Mmh? passer au niveau suivant et encore une fois, je sens que beaucoup de formateurs quand même sont un peu dans cette situation-là, encore plus aujourd'hui. Autant les formateurs que je croise, à l'école que les formateurs qui discutent, par téléphone. Donc en fait, c'est juste de se dire: «Je voudrais faire quelque chose de plus». Alors ça peut être, une lassitude dans son quotidien, ça peut être juste une envie d'aller chercher justement, de se challenger. Mais pour moi, le déclic, il peut venir à n'importe quel moment et je pense que ça répond aussi, comme tu disais tout à l'heure, un peu aux dangers qu'on observe dans le quotidien de formateur. Les plannings parfois plus légers, l'IA, Calliope, la le manque d'attention aussi des étudiants, ça Ouais. je le vois, ça revient tout le temps aussi. Tu vois, moi, j'avais observé un élément qui pourrait me mobiliser. Moi, c'est quand tu as des gens en face de toi, leurs motivations sont totalement différentes. Mmh mh. On voit aujourd'hui des gens en formation qui n'ont rien à y faire, deux qui n'ont pas demandé à y être, et du coup, on ne crée pas cette espèce d'émulation qu'on devrait avoir avec un public demandeur ou qui nous challenge. Et puis, on se rend compte quand même qu'il y a deux, trois personnes dans l'eau qui, eux, seraient demandeurs, mais en vérité, comme ils sont pas majoritaires, en vérité, leur spécificité qui devrait être la norme passe un petit peu à la trappe. Et moi, je ressens quand même des fois une frustration de ne pas aller plus loin avec eux Mmh. et pas pouvoir leur donner plus en vérité. Et là, on a une vraie solution que tu nous offres pour faire ça. Ouais, enfin moi j'ai fait il y avait pas longtemps, j'ai fait un sondage justement sur LinkedIn et j'ai demandé aux formateurs quel était le point le plus difficile pour eux pendant leurs interventions. Il y a eu beaucoup de votes et en majorité, c'était justement attirer l'attention, enfin retenir l'attention. Et du coup, on sent vraiment en effet cette idée où on donne beaucoup, où derrière on n'a pas forcément les résultats, qu'on espère. D'autant plus, j'allais dire qu'on est devant un public qui n'a pas forcément on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment choisi d'être là et tout ça. Et je Oui, trouve que justement, aller développer autre chose, c'est s'adresser vraiment à des personnes qui en ont envie. C'est-à-dire des personnes qui sont en demande, des personnes qui vous écoutent, des personnes qui boivent vos paroles, pour lesquelles vraiment vous sentez utile. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à développer de ce côté-là. Par exemple, ça peut être des sessions de révision ou autre. Je veux dire, quand les personnes savent pourquoi elles sont là, ils sont motivés, ils sont présents et enfin, ce que vous dites a un intérêt pour ce qu'on leur dit a un intérêt pour eux. Et ben, ça change tout en fait. Tu vois, par exemple, souvent un problème qu'ils ont, c'est les gens qui sont en alternance ou même dans des parcours de formation quand ils doivent trouver des stages. Mm. Se préparer à trouver un stage. Ouais, par exemple, Comment bah, on se ça aussi, prépare, comment on ouais. anticipe, comment on fait ses recherches, c'est quoi la bonne posture. Enfin, ça, c'est vraiment une vraie préoccupation quand même. Il y a plein de choses à dire. Non, mais c'est Hum, clair. Là aussi, il y a Ouais. plein de choses à dire. C'est pour ça. Oui, En oui. vérité, je crois que peut-être l'idée, ça serait de prendre chaque élément qui constitue ce que tu fais et de regarder avec eux, et puis toi le regarder aussi, où toi tu vois, il y a des problèmes. Le mot problème, ça quand même c'est compliqué, il y a des problèmes. Si tu identifies des problèmes, a priori ce que tu peux proposer c'est la solution. Ils vont être demandeurs de la solution. Ouais, totalement. Enfin, de toute façon, il y a forcément des personnes qui n'ont pas l'accompagnement qu'ils aimeraient avoir ou qui sont dans le besoin justement d'avoir quelque chose de différent. Donc, franchement, l'audience existe. Pour moi, l'audience existe dans tous les domaines. Tant que le problème existe, il y a de l'audience. Exactement, Enfin, c'est ça. c'est vraiment ça, hein. Le tout c'est qu'ils conscientisent le problème qu'ils ont. Et pour Oui. ça, très souvent, la solution pour nous, c'est de le nommer. Mm. Ah, ça, ce Oui. problème. Ah oui, ah ben c'est vrai, oui, c'est ça.
Tu sais, on est face à des formateurs. Enfin, moi, je le vois bien sûr au quotidien, mais c'est pas vrai que pour les formateurs. C'est pas des vendeurs, en vérité, les formateurs. Mmh. Donc, du coup, est-ce qu'on leur demande de changer de posture? Non, Là, t'es ouais. devenue une vendeuse, toi, ou? Alors moi, j'ai un passif de commercial, donc c'est vrai Oui. que la prospection, ça me connaît, donc c'est quelque chose qui me fait pas peur, mais je l'utilise pas. Mais je dirais commercial dans le sens, «gentil commercial» entre guillemets. Je suis pas quelqu'un, requin, agressif et tout ça, et je pense qu'il faut pas avoir forcément la fibre commerciale parce que, toujours pareil, quand on a son savoir, en fait, et ben, on sait ce qu'on dit, et donc en fait, le reste viendra tout seul. Tant qu'on sait ce qu'on dit, qu'on répond à un besoin et que ce qu'on communique apporte quelque chose à quelqu'un, on n'a pas besoin, je pense, d'avoir la compétence commerciale qui va avec pour diffuser, tout ça. C'est vraiment pas forcément nécessaire. On n'a pas besoin de prendre une agence, une grande agence de communication ou quoi que ce soit. Il faut y aller. L'idée, c'est d'aller doucement, à son rythme, et de commencer à juste proposer vraiment un mode de communication qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui va être Ouais. écouté et repris après. Nous, qui accompagnons au quotidien sur des stratégies d'acquisition, c'est-à-dire comment trouver plus de clients, Mhm. on se rend compte que les méthodes qui marchent le plus sont les méthodes les plus simples de la conversation, de l'échange, et quelque chose de très humanisé, pas quelque chose de stéréotypé. Mhm. Parce que ça sent pas bon quand c'est stéréotypé, ça se voit. On le perçoit maintenant parce qu'on est tellement tapé de tous les côtés. On Mhm. voit quand ça sent pas bon, alors que et d'un autre côté, on voit quelque chose qui est spontané, qui est en Oui. vérité quelque chose qui est pas tellement peaufiné que ça paraît parfait, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je sais que moi, j'ai beaucoup échangé avec certains étudiants, justement, suite à l'achat de mes packs ou à la chaîne YouTube. Et ils sont hyper surpris, en fait, que je veuille bien les aider comme ça. Je veux dire, des Ouais. fois, ils ont une question, et alors, des fois, ils veulent des cours particuliers. Moi, j'ai pas forcément le temps long. Et je leur dis, mais en fait, posez-moi vos questions. Je réponds quand je peux. Mais en fait, je vais pas vous laisser dans une situation incertaine, un questionnement. Je réponds à vos questions. Et ça, c'est vrai que dans le marché, dans la société d'aujourd'hui, on dit toujours, il faut tout faire payer, il faut pas faire gratuit et tout ça. Et moi, j'ai un peu de mal avec cette mentalité-là. Enfin, tu sais, je vois, nous, dans notre éthique professionnelle, on a décidé de donner 20% de notre temps. Mhm. On a regardé ce qu'on avait de plus précieux. Le plus précieux, c'est ce qui te manque le plus. Ouais. Donc, ce qui nous manquait le plus, c'était du temps. Donc, nous, on donne 20% de notre temps tout le temps. Et ça, c'est un grand bonheur. Et puis, bien sûr, on a une activité qui est lucrative parce que bah, faut manger et payer le gasoil aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça, on actualise. Tu sais, ça fait bien la relation entre la date du podcast et, et la Oui, c'est problématique vrai. du Oui, jour. non, mais c'est vrai. Et du coup, on arrive aussi sur cette dimension, ce sujet tabou un peu de l'argent là. Et tu crois qu'il faut qu'il se fixe des objectifs, des choses comme ça. Comment quand on est formateur, je sais pas moi, surtout ce qui va toucher toutes les parties un petit peu d'accompagnement, les gens qui font de l'accompagnement. Nous on le voit. Moi je suis intervenu sur des CIP, sur des FPA qui avaient vraiment cette fibre accompagnement, ils sont complètement out of the money. Hein. C'est même pas, ils donneraient tout quoi en vrai. Et du coup, comment ça se traite ça? Comment on en parle de ça? Si je comprends bien, tu parles de comment, enfin, je veux dire, les Ouais, le côté revenus, tabou de c'est ça? l'argent quoi. Ouais, le côté tabou. Alors, c'est marrant parce que moi, justement, j'ai pas ce tabou-là. Enfin, je l'ai jamais vraiment eu. J'ai jamais vraiment compris pourquoi en France, vraiment, il y a un tabou sur l'argent. J'ai jamais eu de problème à communiquer mes revenus, très honnêtement. Et je pense que voilà, mais c'est vraiment mon point de vue personnel. Je peux comprendre que certaines personnes soient plus réticentes. C'est vrai que là, la formation nous apporte des revenus qu'on peut imaginer étant réguliers, mais il faut savoir que dans une année, c'est vrai qu'il y a des trous dans l'agenda. Au mois d'août, on n'a pas de salaire. Parfois, en décembre, il y a 2 semaines de vacances, on n'a pas de revenus. Enfin, le planning diffère. On a je sais pas, les jours de congé qu'on pose, les ponts de mai, ce genre de choses. Et donc, moi, j'avais justement ce besoin d'aller chercher d'autres sources de revenus. C'est vrai qu'à la base, j'avais l'impression d'avoir une situation plutôt confortable, et en fait, sur le papier, quand je vois les impôts et tout ça, je me suis dit, faudrait quand même que je pense à autre chose, étant donné en plus que notre situation, comme quand on est auto-entrepreneur, bah, j'allais dire, on peut sauter du jour au lendemain. Donc, on n'est pas engagé par rapport à une école sur le contrat, quoi, sur le long terme. Bah tout à fait. Hein. Et puis, enfin, on l'a vu par exemple nous quand il y a eu le Covid, le centre de formation Mhm. a entre guillemets dégagé tous les Ouais, gens qui étaient des intervenants externes. Hein. ouais, c'est ça. Et ils ont eu la contrainte de payer sans étudiants les gens qui étaient salariés de la structure.
Mais tous les autres, enfin, moi, je me souviens, c'était le mardi. Le mercredi, toute l'émission avait été annulée. Ouais, franchement, Alors déjà, moi, je l'ai très mal vécu du fait que moi, je sois salarié ouais. par rapport à toutes mes équipes qui étaient les trois quarts étaient pas salariés. Après, ils nous ont fait un truc du genre ah mais c'est formidable, vous avez tenu le choc, on va vous mettre une prime exceptionnelle. Mmh. Nous les salariés. Ouais. Moi, à un moment donné, j'ai évoqué tout haut et tout fort, bah c'est génial ce que vous nous proposez. Bah écoutez, moi je propose que nous salariés, nous mutualisons dans une enveloppe toute cette prime exceptionnelle qui de toute façon est exceptionnelle et nous on n'a rien fait d'autre que notre job et entre parenthèses à ce moment-là on n'a rien fait d'autre que d'être là. Mmh. Et ben moi je propose qu'on fasse une énorme enveloppe et qu'on repartage ça à tous nos collègues qui partagent notre vie de tous les jours. Mmh. Et ben je me suis fait conspuer. Ah ouais, ouais, pourtant c'est une super démarche franchement Mais là pour le direct, coup, hein, je me suis fait ouais. laminer, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est notre argent. Ah, mais c'est nous qu'on a travaillé. Ouais, c'est compliqué. Et tous les autres qui sont autour de vous, avec qui vous buvez le café, C'est ça. avec qui vous avez. Enfin, c'est notre vie de tous les jours. Bah oui. Ces gens-là, aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'ils ont rien à bouffer, quoi. Ouais, c'est ça, non Et franchement c'est ils ont pas droit au chômage. Oh, mmh. oh, Oui, réveillez-vous. Ah ben rien, rien du tout, hein. exactement, ouais, ça c'est bien que tu le précises parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit au chômage. Donc on quand déjà quand on part en congé, on n'a pas de salaire, quand on part et si C'est demain ça. tout s'arrête, on n'a plus rien. Bah, Donc ça, c'est c'est vrai ça, que c'est ça. Donc c'est aussi une solution pour comment dire, pour un petit peu pérenniser ça. mmh, Je crois que ce qui est important, c'est proposer ce qu'on sait faire aux mmh, gens à qui on le propose habituellement, mais différemment. Peut-être une autre façon de le proposer. Tu parles de cours en présentiel, bah là tu peux faire des exemples on pourrait dire des cours en vidéo. oui, Si tout à c'est des fait. cours ou des soutiens ou de l'information, peu Oui, importe, hein, c'est pas de la formation de toute façon. bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, c'est très très peu éloigné de ce que l'on fait nous dans notre vraie vie. Et vraiment le message qu'il faut passer ici, vous n'allez pas inventer le fil à couper le beurre, hein. Oui, Là, faites ce que vous savez faire, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. oui, tout à fait. Franchement, l'idée, c'est aussi de pouvoir générer donc des revenus, passifs et des quelque chose qui se vend tout seul, en fait. Donc Mm. tant, ce qui peut paraître long, c'est de créer l'offre, d'avoir un peu tout le canal d'acquisition et le tunnel de vente, tout ça. Mais et encore, franchement, ça prend pas tant de temps que ça, une fois qu'on sait comment faire. Mais après, c'est vrai que ça peut rapporter. Moi, je sais que mes packs, je les ai vendus à 29 €, au début, je fais une petite promotion. Là, je Mm. les ai passés à 39 € à l'approche des examens et j'en ai vendu, 110. Donc quand on fait le calcul, ça fait un peu plus de 4 000 € générés, de manière, voilà, que Ce ça qu'on soit appelle des revenus passifs, exactement les revenus passifs. où tu portes pas justement cette relation présence, temps et argent, quoi. Exactement, Et ouais. ça, c'est une vraie. Alors, c'est bien que tu évoques un prix, Mmh. parce que du coup, maintenant que j'ai compris que bah, c'est une solution pour moi pour faire entre guillemets des revenus passifs, mais du coup, mais combien je dois faire payer, tu vois? Et puis là, c'est vraiment un très gros sujet parce que bah, j'ai peur d'être trop cher, j'ai peur, je sais pas, de pas être crédible, j'ai Mmh. peur de la comparaison. Comment on règle un peu ce problème de entre guillemets de prix? C'est vrai que c'est pas forcément évident parce que déjà, on a tendance à partir du nombre d'heures qu'on a mis à construire son offre, ce qui est pas forcément évident parce que forcément ça prend du temps, donc c'est compliqué. Il faut aussi prendre en compte la cible à laquelle on s'adresse parce que les étudiants n'auront pas forcément les mêmes moyens que, des salariés Oui. ça dépend aussi de la cible et de leurs moyens financiers. C'est vrai qu'on pourrait enfin, quelqu'un pourrait aller payer une formation, sur l'IA à des centaines et des milliers d'euros si après derrière ça lui apporte vraiment, quelque chose qui va lui servir au quotidien et lui faire gagner du temps. En Mmh. revanche, un cours, ou, une préparation à un examen, il faut quand même un peu, peser, tout ça. Mmh. Je pense que l'idée, c'est de voir quel contenu on va proposer et après de pouvoir évaluer, alors c'est pas forcément facile, mais évaluer combien la personne pourrait payer. C'est pour ça que j'ai commencé moi à le vendre un peu moins cher et là augmenter le prix comme je voyais que ça se vendait, plutôt Oui, pas mal. c'est la bonne idée. Et ouais, et à l'inverse, dans un autre pack et ben, il se vendait pas bien et du coup là j'ai baissé le prix de 5 €. Je me suis dit: «Je vais tester un peu». Mmh. Après, je me dis: «Si ça se vend moins bien, peut-être qu'il y a d'autres raisons aussi». Mmh. Mais, je pense que le fait de justement, proposer un prix moyen, mais plus par rapport au contenu qu'au temps passé à le Mmh. créer,
Et bien sûr, prendre en compte la cible surtout et combien ils sont prêts à payer, ça peut être intéressant. Après, comme tout, je veux dire, un produit se teste. Donc l'idée, c'est de voir si justement il se vend comme ça ou pas et d'apporter toujours de la valeur. S'il y a de la valeur dans C'est ça. le contenu, franchement, les gens achèteront. En vérité, ce que les gens achètent, c'est pas le prix, c'est la valeur perçue de ce qu'ils achètent. Exactement. Et C'est-à-dire, est-ce que, entre guillemets, l'enjeu en vaut la chandelle? Est-ce que le problème que ça me règle, j'estime qu'il vaut ce prix? c'est ça. Et donc, et là, c'est très intéressant parce que là aussi, je vais donner un exemple. Je dois passer un examen. Je connais la date, donc j'ai une date butoir. J'ai un sujet où j'ai identifié que j'ai un problème. Si tu me dis, Laurent, si tu as ce problème, règle-le avant ça, ça a une valeur perçue ultra puissante. Exactement, Si c'est essayer de régler un problème et que moi je suis tout compte fait dans l'idée de me dire ah ouais, j'avais pas vu ce problème moi. Donc là, tout compte fait, il n'y a pas de valeur perçue. Donc ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre où est l'urgence et le besoin de celui qui l'achète, parce que c'est ça qui fixe le prix en vérité. Exactement. Et C'est ça. Tout à fait. et c'est comme ça qu'on va sortir, tu sais, par exemple, de la notion de cher, pas cher, combien je me vends, mais en réalité, je me vends pas, quoi. C'est en vérité combien il est raisonnable que la personne investisse sur elle, parce que là, c'est sur elle qu'il investit sa réussite de son diplôme, combien il pense, et puis bien sûr, tu l'as dit, c'est très important, on ne décorrèle jamais ça de la réalité de la situation de l'étudiant. C'est ça. Parce que un étudiant, si déjà il est obligé d'avoir un autre boulot, ils sont pas tous chez papa-maman avec des parents blindés, donc du coup il faut vraiment que ça soit entre guillemets accessible. Oui. Ouais, Donc c'est vraiment ça. il y a ça aussi qui est important. Hein, et puis tu l'as dit, et la force c'est le test en vérité. Hein. Ouais, c'est ça. C'est de regarder à combien ça se vend. Moi je suis confronté souvent à des gens qui vendent pas assez cher, hein, les gens que j'accompagne. Et ils me disent, ouais, mais je sais pas trop, tu vends combien? 30. Bah, écoute, on va mettre à 35. Bon, 35, on laisse passer un temps, ça se vend, on passe à 40. Puis 45. Et ça répond aussi à la question, c'est quoi le prix? Bah, comme tu l'as dit, tu mets 50, 50, ça se vend plus. Bon, ça se vendait à 45, ça se vend plus à 50, le prix c'est 45. Ouais, c'est ça. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est le marché qui fait le marché fait la demande, et à partir d'un moment où il y a la demande, le marché s'ajuste avec le prix et sa demande. Oui, exactement. Après, il y a une autre possibilité, c'est aussi tout simplement, j'allais dire, d'interroger sa cible. Ouais. Donc, ça peut être aussi intéressant quand tu montes justement un pack ou un contenu, c'est justement d'aller demander combien vous paieriez le contenu. Et du coup, ça peut permettre aussi de se fixer une idée du prix. Moi, je le vois franchement, par exemple, le pack là sur l'étude de cas, pour les formateurs, en fait, je leur fais gagner vraiment pour le coup des temps de travail. Ils n'ont pas besoin d'analyser toute l'étude de cas. Donc, ils sont hyper contents de le trouver et ça leur fait gagner du temps. Et les étudiants aussi, parce que ils vont avoir tout clé en main et ils vont le lire directement sans avoir à chercher les informations. Donc voilà, mais voilà, c'est vrai, on prend en compte la cible. Exactement. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. Donc aujourd'hui, je crois qu'on va régler, et puis j'espère que cet épisode va régler le pourquoi ton savoir ne te rapporte pas assez. Hein. Et puis aujourd'hui, on vient de t'expliquer comment tu vas changer ça, quoi. Exactement. En fait, il y a des moyens. Je veux dire, les formateurs sont plein de bonnes volontés, plein de bonnes idées et ils ont un grand savoir et qui reste vraiment, vraiment inexploité. Et il y a plein de pistes à creuser, mais celle-ci peut sembler compliquée, mais en réalité, elle est plutôt simple une fois qu'on a un peu la méthodologie. En fait. L'idée. Ouais, Moi, ce que je retiens de ce que tu nous as dit, en vérité, ça a l'air vachement simple. Il suffit que je fasse ce que je sais faire, que je devienne pas ni community manager ni influenceuse. Donc du coup, je resterai un formateur, une formatrice, c'est quand même cool. Ouais, non, c'est ça, C'est franchement. vraiment ça. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous partager? Et dis-moi, qui te semblerait important? Sur tout ça, Ouais, tu nous parles, tu fais quelque chose, toi, pour mettre les gens en relation? Tu parles à des formateurs, qu'est-ce qui se passe? oui. Parle-nous un peu de toi, là, à la fin, là. Oui, bien sûr. Alors là, en fait, en décembre, j'ai décidé de lancer Réseau Formateur qui avait pour objectif en premier et toujours de placer les formateurs dans les écoles. Je pense que vraiment, pareil, il y a ce besoin des formateurs de trouver des missions. Les écoles cherchent et ils ont du mal à trouver. Donc l'objectif, c'est vraiment de lier tout ça. Et au-delà de ça, l'objectif maintenant, c'est de construire vraiment un écosystème autour du formateur pour le faire progresser sur les sujets, justement, comme l'idée d'aller
proposer des formations autrement qu'en présentiel. Sur d'autres sujets aussi comme l'IA, on a parlé de l'écoute active, les jeux pédagogiques. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les formateurs aient du contenu utile, puissent échanger, progresser ensemble, en gros, étendre un petit peu leur champ d'action et faire grandir leur profession. D'accord, et ça se matérialise comment dans la réalité? En fait, sur le site internet, réseauformateur.fr, il y a un petit formulaire à compléter. Donc les formateurs, complètent le formulaire pour pouvoir faire partie du réseau et Ouais. après ils vont être informés vraiment de tout ce qui se passe. Bientôt justement, je prévois une première animation, qui va être, gratuite pour tous les formateurs à distance et l'objectif, c'est un peu d'écouter leurs besoins et de construire une vraie communauté, soudée à qui on propose des choses utiles pour aller plus loin et sur, que ce soit durable aussi, là-dessus. OK, et moi qui suis formateur, je peux m'inscrire, ça me coûte combien? C'est gratuit pour l'instant. Là, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir un peu les vannes, et de lancer le projet. Donc pour l'instant, tout est gratuit. Enfin, je dis pour l'instant, oui, ça va pas demain passer payant, mais l'idée sera peut-être de convenir de frais d'adhésion si les personnes veulent, poursuivre l'aventure, un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de rassembler des personnes, de comprendre leurs besoins et de construire quelque chose qui leur ressemble, et qui soit profondément humain, en premier lieu. Un vrai truc de formateur, dis donc. Exactement. Très bien. Bah, écoute, Julie, je te remercie. Merci à toi. Je vais partager, tous les éléments pour te contacter, pour te joindre, dans l'article de l'épisode. D'accord. Je te remercie d'avoir soulevé ce sujet parce que, comme je te disais en préambule, on avait parlé il y a quelque temps du sujet. Et puis, ben, moi, je me suis rendu compte, avec cette espèce de biais de focus, que bah, ça concerne vachement de monde quand même, hein. Oui. Donc, j'avais vraiment hâte qu'on échange aujourd'hui sur ce sujet. J'espère que nos auditeurs auront pris le même plaisir que nous, eux à l'écouter, nous à le faire. Et je les invite à nous retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures au niveau du podcast de la formation. À très bientôt.